À Roissy, le moment est exceptionnel. Ce matin-là, en souvenir des passagers du vol de Rio, un instant, comme il n'en arrive jamais dans l'aéroport, d'un seul coup, tout le terminal va se figer. Ce drame, c'est la pire catastrophe de la longue histoire de l'aéroport. Normalement, Roissy ne s'arrête jamais, car ici, au contraire, tout est planifié dans le détail et chaque minute doit être utile. Mais cette disparition et ces morts rappellent à tout le personnel de l'aéroport qu'ils ont une charge très lourde, faire atterrir chaque minute un avion tout en évitant les accidents. C'est un choc pour tout le monde, pour la France, pour le monde. Forcément, on pense aux gens aussi, aux équipes qui étaient là-bas à Rio, qui ont embarqué toutes ces personnes, qui les ont vues partir, et sachant qu'elles ne sont pas arrivées. Et c'est vrai qu'on fait vraiment partie d'une famille et on est touché personnellement comme si c'était un membre de notre famille qui était disparu, ça c'est certain. C'est certain. Cette minute de silence est maintenant écoulée. Mais Roissy ne peut pas perdre plus d'une minute. Les règles implacables de l'aéroport reprennent vite le dessus. Juste après le drame, Roissy redevient Roissy et le premier aéroport européen replonge dans son rythme trépidant. Car l'aéroport de Roissy, c'est une machine qui, jour et nuit, ne s'arrête jamais. Chaque année, 500 000 avions atterrissent ou décollent de ces pistes, ce qui fait de lui le premier aéroport européen. Tous les ans, ces aérogares accueillent l'équivalent de toute la population française. Alors à 23 km de Paris, cet aéroport est devenu une ville dans la ville. En tout, la plateforme occupe 32 km², un espace aussi grand que 7 arrondissements parisiens. À Roissy, il y a ce que les passagers peuvent voir. 9 aérogares où passent chaque jour 150 000 personnes. Des bâtiments vastes comme 10 fois la pelouse du Stade de France. Car toutes les grandes compagnies mondiales se battent pour passer par Roissy. Air France, American Airlines ou Emirates ont fait de ces pistes leur base afin d'attirer en France des millions de touristes. Mais cet aéroport, c'est surtout un monde secret, dont les touristes ne voient qu'une toute petite partie. Derrière des kilomètres de grillage, 90 000 employés, autant que toute la population d'Avignon, s'activent à faire tourner la machine Roissy. Des personnels ordinaires qui ont sur les épaules des enjeux vitaux. Du haut de leur tour, les contrôleurs du ciel ne lâchent pas des yeux les 20 avions qui attendent en permanence le droit d'atterrir. Ce 040 autorisé décollage 27 gauche, le vent 250 degrés, 17 nœuds. Et à peine posés, des inspecteurs doivent s'assurer qu'ils sont en état de redécoller. Car depuis le crash du Concorde, les avions sont placés sous haute surveillance. Mais même pour une tâche aussi importante qu'éviter les accidents, le temps est compté. Les inspecteurs doivent contrôler, au pas de course, des carlingues, parfois bien fatigués. On s'assure que c'est en bon état, quoi. Oui, pas de problème. Roissy, l'aéroport d'un continent, est aussi l'endroit le plus surveillé de France. Au bord des pistes, il y a même des blindés. Ils protègent certains vols sensibles. Et depuis les attentats du 11 septembre, de nouveaux contrôles ont été établis. Aux portes des avions, les policiers des airs doivent dissuader les terroristes et écarter aussi en quelques secondes des milliers de clandestins. Ils débarquent du monde entier, déterminés à mettre le pied en France. Et cette personne, alors c'est qui? C'est pas votre vrai nom, ça? À la porte de la frontière la plus franchie d'Europe, les douaniers doivent bloquer toutes sortes de trafics, comme Michel Horn, un divisionnaire des douanes, 30 ans d'expérience à traquer les mules, ces contrebandiers qui cachent dans leurs intestins de grosses quantités de drogue. Donnez-moi bien, est-ce que vous avez avalé des boulettes avec des stupéfiants? Plongés dans la face cachée de Roissy, les coulisses d'une incroyable machine
où chaque jour, des milliers d'employés ordinaires doivent réaliser en un temps compté des missions qui sortent de l'ordinaire. Et dans cette ville dans la ville, la vigilance commence dès le petit matin. Nous sommes sous le bâtiment du terminal principal d'Air France. Cette zone de déchargement est totalement interdite aux passagers. C'est ici qu'arrivent toutes les marchandises qui entrent dans l'aéroport. 45 colis? C'est balèze. Ouais, mais c'est pas grave ça. La petite boutique 4 colis, c'est bon. Comme tous les matins, on livre ici des tonnes de parfums, de grands vins et de cigarettes. Henri Cornillot, c'est un peu l'épicier de luxe de Roissy. C'est lui qui gère toutes les boutiques de l'aéroport. Avec 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est un joli business qui attire des convoitises. Alors il faut prendre quelques précautions. Donc aujourd'hui, en fait, la livraison que vous voyez, vous avez des cartons pour la plupart neutres, dans lesquels personne ne sait ce qu'il y a. Et nous, à l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, presque personne ne sait. Mais depuis le 11 septembre, la crainte dans ces sous-sols, plus encore que le vol de ces produits de valeur, c'est l'intrusion terroriste. Alors pour éviter qu'une arme ne puisse accéder à l'aéroport, tout ce qui rentre est contrôlé au rayon X. Chaque personne, bien sûr, est inspectée, mais surtout pour franchir cette barrière, chaque colis est minutieusement vérifié, sans exception. Même les croissants. Tout, même les croissants, oui. Bah, vous pouvez être certain qu'il n'y avait rien dans le carton de croissant, oui. Autre que du croissant. Les viennoiseries sont peut-être malmenées par la machine, mais en ressortent totalement sûres. Maintenant, on va dans les sous-sols de Roissy. Après 1 heure, le convoi peut accéder à la zone rouge de l'aéroport. Un espace entièrement sous contrôle et protégé comme des couloirs de prison. Vous voyez que on ne peut pas en sortir, on ne peut rien faire d'autre que marcher et avancer. Vous n'avez pas vu, mais là, on a passé la frontière, en fait. La frontière, c'est la barrière entre la zone publique accessible à tous et le sanctuaire protégé de l'aéroport, cette zone rouge, au plus près des avions. Tous les produits vont finalement être installés dans les boutiques duty-free. Et si les commerçants font tant d'efforts, c'est que chaque année, ces petites boutiques vendent autant que l'un des grands magasins du boulevard Haussmann à Paris, grâce à des best-sellers. On vend 150 000 camemberts. On vend 150 000 camemberts par an. Voilà, pour l'anecdote, c'est typiquement français. Notre première vente en gastronomie, c'est du camembert. Dans cette zone, même les camemberts ont dû montrer patte blanche. Mais encore faut-il rendre ces barrières infranchissables, et ça, c'est le rôle de la PAF. À l'aube, sous le même terminal, ces policiers préparent déjà leur plan de guerre de la journée. Patrick, un petit verrou, ça te dérange pas pour commencer? Car le petit matin, c'est l'arrivée des vols les plus sensibles. Jean-Christophe repère les arrivées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine sur ses écrans. Mais pour cibler les passagers suspects, le policier compte sur d'autres informations. Et pour ça, il a des taupes partout. On marche aussi au niveau des infos qu'on peut avoir par les compagnies aériennes sur différents transits, des transits atypiques ou ce genre de choses qui peuvent nous interpeller. Et là, on a accès à différentes données qui peuvent nous mettre sur la voie, sur une piste d'immigrants illégaux potentiels en fait. Deuxième petite chose pour ce matin. Et pour les aider, les policiers reçoivent ce matin un tuyau sur de faux papiers. Un passeport français litigieux. Ouais, mais a priori, il serait susceptible d'arriver par la Kenya. La Kenya ou par Moroni, donc tu n'as la Kenyane? Sur le vol arrivant du Kenya, certains passeports seraient donc falsifiés. Cette seule information fait de cet avion le plus sensible du matin. Alors les policiers foncent vers l'aérogare. Et pour que personne ne se perde dans la nature, ils vont s'installer au plus près possible de l'avion, directement sur la passerelle. Messieurs, dames, bonjour. Contrôle du passeport, s'il vous plaît. Passport control, please. Chaque voyageur est contrôlé et il n'y aura pas d'exception. La crainte des policiers, c'est de laisser passer les faux passeports qu'on leur a signalés. Alors chaque détail est scruté.
Donc généralement, vu qu'on va assez vite, les gens pensent qu'on regarde uniquement la photographie du passeport. Donc en fait, on ne regarde pas que ça. On regarde effectivement si la personne correspond bien à la photo, mais en même temps, on est là, on va passer sur des points un peu sensibles, on va dire, du document qui vont nous permettre d'identifier si le document est falsifié ou s'il est contrefait en fait. Et pour repérer les faux aussi vite, les policiers observent certaines clés, comme le mot « passeport ». Pour entrer, l'impression doit être parfaite. Là, on va regarder un petit peu les types d'impression utilisés pour le document, notamment ici le numéro du visa qui doit avoir un certain type d'impression. Donc je vais m'attarder un petit peu sur ce type d'impression, voir si déjà il n'est pas contrefait. Donc quand on a un doute comme ça en port d'avion, on met de côté pour justement garantir une fluidité des passagers. Et justement, les hommes de la PAF se mettent à l'écart. Une femme présente un document allemand douteux. Pour la compromettre, les policiers vont user de stratagèmes. À cette Ghanéenne, ils se mettent soudain à parler allemand. Mais la femme ne comprend pas la question des policiers. Et ça ne fait que renforcer les soupçons des hommes de la PAF. Donc on a une dame qui arrive de Cotonou là, et qui est ghanéenne avec un permis de résident allemand. Donc la logique voudrait qu'elle parle allemand, puisque en Allemagne, pour résider, il y a l'obligation d'apprendre la langue un petit peu. Donc là, on a des doutes puisqu'elle nous parle très peu allemand. Donc on va aller au poste faire des vérifications complémentaires. Très vite, le passeport va se révéler authentique. Mais un autre problème surgit. Ça se voit, le menton est plus large, elle n'a pas de grain de beauté ici, le nez il est plus fin. C'est vrai qu'il manque le grain de beauté sur... elle a un grain de beauté sur le nez qui n'est pas présent ici. Bon, on retrouve les sécurités que l'on doit retrouver sur le document, mais en fait, la personne qui est présente devant nous ne correspond pas à la personne qui est posée sur le document au niveau de la photographie. Donc ils ont joué sur la ressemblance des deux pour essayer de rentrer, en fait. C'est une technique fréquente, hein. Ils utilisent par le biais de complicité, bien souvent c'est soit un membre de la famille ou un ami, ou tout simplement la personne a revendu son passeport. Son passeport est celui d'une autre. Alors cette Ghanéenne ne pourra pas entrer sur le territoire français. Elle est transférée directement vers l'endroit le plus secret de Roissy. C'est tout à fait exceptionnel de pouvoir filmer ce lieu. Nous sommes sous le terminal de l'aéroport, dans une zone d'attente temporaire pour les immigrants. C'est ici que sont emmenés, vol après vol, tous les passagers arrêtés en situation irrégulière. Et cette petite salle déborde de clandestins en attente. Vous asseoir là-bas, vous avez le téléphone blanc, vous voulez appeler. Faire le 0 pour sortir. Ok, merci. Le capitaine Clabot doit gérer les dossiers de ces clandestins. Sa mission, c'est justement de vider la salle d'attente. Demandez, on va dire bon madame, on va repartir. Le policier a déjà sa petite idée et pas beaucoup de temps. You go to Cotonou? You go to Cotonou? My lawyer is coming. Your lawyer coming? Yeah, I called him. He When? did right When? now. Right now. You are inadmissible on Schengen area. And you know, so you must go back to Cotonou. I'll call the lawyer. The lawyer is coming. La femme ne veut rien entendre. My lawyer is coming, sir. We go right now. Because of my son's sake. Go back to Cotonou. Et pourtant, les policiers réservent déjà les sièges d'avion retour pour Cotonou. Je leur avais dit que on ne sera pas tout à fait à l'heure par rapport. De toute façon, d'ailleurs, plus que prévu, ça n'avait pas un quart d'heure. Donc, ça donne un quart d'heure d'ACP. Ouais. Ça marche. Il faut donc faire vite. Le prochain vol ferme dans un quart d'heure. Alors il faut forcer la main de la Ghanéenne.
please stand up, please. Okay, stand up, please. Stand up, okay. I understand you. I understand you. Stand up, please. Les femmes ne comptent pas laisser passer leur chance, car dans cette salle émouvoir, c'est le tout dernier moyen pour tenter de rester en France. Please, I beg you, oh God. Please. Okay. For the next, no. Sit down, please. No. Go back. No. Okay. No. I don't accept it. Please, go back to sit, please. Okay. I don't have anybody to go to. No. Pour le moment, on ne va pas insister, elles refusent leur présentation au vol. Donc là, c'est manifeste. On va attendre que le vol soit clôturé pour caractériser le refus d'embarquement. Ensuite, elles vont être transférées en zone d'attente, donc en ZAPI 3. Et elles vont être reprogrammées pour une seconde présentation. De toute façon, c'est reculé pour... C'est reculé pour mieux embarquer. Tout à fait. Puisque la procédure est dans une procédure de non-admission et on doit la réacheminer, on doit la reconduire à la frontière. Breguet 885 Charlie sollicite le transfert de 2 personnes du poste du 2 Charlie à la... Ces immigrants n'ont pas encore vu de juge. Les policiers n'ont pas le droit pour l'instant de les forcer à embarquer. Alors pour arriver à les faire bouger, ils vont user de tous les subterfuges. Vous allez à l'hôtel? Oui, promis, pas de souci, ok? You come? Hey, you can go to hotel for sleep. Ok, come. Allez, come. Vous venez, monsieur? Vous allez à l'hôtel? C'est sûr. Attendez, je vais pas vous dire que vous allez à l'hôtel si vous y allez pas. Super, merci Jojo, à tout de suite. Ok, ça marche. Ouais, le temps qu'on fasse le trajet. Mais en fait, les policiers vont transférer tous ces clandestins dans une autre zone de la plateforme. À Roissy, ces pleurs d'immigrants sont quotidiens. Jamais facile. Mais bon, c'est vrai que nous, en tant que policiers à la police aux frontières, on ne peut pas étudier cas par cas et faire de l'humanisme en fait pour se penser personne. Sinon, il faut changer de métier. Les policiers leur avaient promis un hôtel. C'est dans la zone de rétention, la ZAPI ultra sécurisée, qu'ils patienteront jusqu'à leur inéluctable expulsion. L'hôtel le plus luxueux de Roissy, ils l'apercevront bien, mais derrière de solides grillages. De la France dont ils ont tant rêvé, ces clandestins n'auront vu que quelques couloirs et le tarmac de l'aéroport, rien d'autre que Roissy et ses centaines d'avions qui en permanence redécollent. Car dans cet aéroport, il n'y a jamais une minute à perdre. Pour les 173 compagnies présentes à Roissy, chaque avion bloqué au sol coûte une fortune. Il faut payer l'appareil, le pilote bien sûr, mais aussi de lourdes amendes pour chaque retard. Au final, chaque minute vaut ici plusieurs milliers d'euros. Des pertes énormes pour un secteur en pleine crise. Car aujourd'hui, les compagnies sont devenues déficitaires, elles licencient et doivent serrer les coûts. Bon voyage à tout à l'heure, en prêt. Et pour ça, elles ont embauché des spécialistes payés pour contrôler les minutes qui passent. Ça, c'est le boulot de Mylène. Elle est la patronne à Roissy de la compagnie EasyJet et pour ne pas perdre un temps si coûteux, Mylène fait tourner la machine à marche forcée. Bonjour, ça va? C'est toi qui es au... Dispatch. À l'accueil? Oui. Ok, ce serait bien que tu y sois. Tu peux avancer petit à petit passager parce que comment faire leur retard? Le speedy boarding, il est où? Il est là? D'accord, ok. Et ça là, bonjour? T'as appelé le nettoyage? Elle est là? Ok, c'est bon. Pour gagner du temps avec les hôtesses, ça ne rigole pas. Mais la patronne ne se formalise pas plus avec les passagers. Là aussi, c'est pas de cadeau. T'as plus Liverpool? On ferme. Donc les prochains passagers Liverpool, on ne peut plus les accepter. Donc tu leur expliques pour quelles raisons et voilà. Okay. Mylène l'ordonne. Le vol est fermé 40 minutes avant son décollage. Et tant pis pour cette jeune fille qui attendait pourtant dans la file. Voilà.
Non, c'est une blague. Le vol ferme toujours 40 minutes avant le départ et là... J'ai juste ça, j'ai déjà enregistré sur internet. Alors vous prenez la sortie juste derrière vous, d'accord, et ensuite vous tournez à gauche, ça sera en face de la porte d'accès. Ok. La jeune passagère devra payer un supplément. Mais pour rester rentable en pleine crise, la compagnie a dû trouver de nouvelles sources de revenus, facturées directement à ses passagers. Et le truc de Mylène pour charger la facture, c'est cette cage orange placée juste en face de l'enregistrement. Celui-ci c'est bon, je vais vous mettre une étiquette. Par contre pour les deux autres, je vais vous demander de les tester dans le gabarit orange derrière vous. Bon, ça sert à rien. Les valises doivent impérativement rentrer. Sur ce petit détail, Mylène est intransigeante. Faut que ça rentre à l'horizontale, madame. Non, à l'horizontale. Ouais. Je vais vous aider. Voilà. C'est juste ce bout de plastique en fait qui dépasse. Ouais. Non, il rentre pas. Vous l'enregistrez? Jamais eu de problème. Avec Air France ou ça, aucun problème, zéro. Alors je trouve ça assez incroyable parce que c'est un bagage exprès. Mais ils n'ont pas le même gabarit en fait. Et nous, en c'est fait, 55, c'est le même. Et si Mylène pousse tant à mettre les bagages en soute, c'est que pour la compagnie, c'est très avantageux. Alors, si c'est un bagage, c'est 18 €. Si c'est un bagage en plus, c'est 18 €. C'est une vraie source de revenus pour vous? Oui, c'est une source de revenus, oui, bien sûr. Tout à fait. C'est vrai. Les clients ont finalement payé pour leurs bagages. Merci, au revoir. Et pour 18 € donc, l'hôtesse colle l'étiquette d'identification sur leur valise. Cet autocollant, c'est le passeport d'un bagage dans la machine Roissy. C'est que toutes les valises enregistrées partent vers 60 km de tapis roulant, alors il faut bien les identifier. Et c'est grâce à l'étiquette que la valise est orientée vers le bon chemin. Dans les sous-sols, ces tapis vont jusqu'aux pistes, et après, ce sont des petits chariots qui portent les bagages jusqu'à l'avion. Et comme à Roissy, toutes les minutes comptent, pendant que les bagages voyagent dans les coulisses, l'avion se pose déjà sur le tarmac. À partir de maintenant, c'est un compte à rebours qui commence. Le Boeing ne va pas rester plus d'une demi-heure au sol. Alors l'embarquement se fait au pas de charge. La zone d'enregistrement est juste là. Ils vont passer vos cartes, allez-y tout de suite parce que l'avion vous attend. Allez-y. Pour décoller dans les temps, il faut courir et pousser même un peu les passagers. Alors cette dame traversera le terminal, ses chaussures à la main. Oui, j'ai tout. J'ai tout. J'ai votre carte, j'ai votre téléphone, j'ai tout. Voilà. Merci bien. Vous avez le temps de mettre vos chaussures. J'ai votre carte, votre téléphone et votre sac. Donc ça, c'est les deux derniers passagers. Attendez-moi. Ah, vous n'avez pas mis vos chaussures? Ils ne sont pas les plus faciles. Ça va aller? Merci. Je vous en prie, madame. Les passagers sont embarqués à la toute dernière minute et en courant. Bon voyage, madame. Merci. Je vous en prie, au revoir. Non, mais il faut aller pousser un peu au filtre quand même pour que les passagers arrivent vite à l'avion, sinon ils prennent leur temps. Le problème, c'est que les bagages, eux, ne courent pas dans les couloirs. Et Mylène va justement s'inquiéter de leur embarquement. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, merci. Tu portes ton plan de chargement? T'as pas encore reçu les bagages? Quelques minutes plus tard, c'est le chef avion, le responsable du décollage, qui va apporter la mauvaise nouvelle. Il manque un bagage. Je vais aller en galerie vite fait. Hein. Ouais. Il faut retrouver la valise perdue, mais l'équipe n'a pas plus d'une minute avant la fermeture du vol. Bonjour. T'as pas le Bastia? Il m'en manque un, tu vas bien? Non, non. Il faut la localiser dans le labyrinthe des tapis roulants. Tu te rappelles quelle couleur était le dernier bagage? Et ça, c'est quasiment mission impossible. Incessamment sous peu. Je vais prévenir la chef, merci. Merde. Okay. Il nous manque un bagage, je suis allé en galerie, il n'y a rien. Le mec, j'ai dit qu'il me rappelle dans les 1 minute, il y a, mais là, il est déjà H-10. Bon, on part. Alors? La décision est prise avec la chef d'escale de partir sans le bagage. L'avion décolle coûte que coûte, et tant pis pour le touriste, il arrivera à Bastia, mais sans valise. Et chaque année, à Roissy, 2 millions de bagages comme celui-ci n'arrivent pas à temps à destination.
La plupart sont retrouvés avec quelques heures de retard, mais plusieurs milliers sont volés. Air France à elle seule enregistre 700 plaintes par an. Alors pour lutter contre ce fléau, c'est aujourd'hui toute une brigade de gendarmes qui est mobilisée. Dans les sous-sols, ils s'assurent que les valises sont bien surveillées. Et monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous surveillez les bagages là-bas aussi? Pardon? Vous surveillez les bagages là-bas aussi? Non, je fais. Voilà. Il n'y a personne sur le tapis à côté? Ah si, c'est monsieur qui fait les deux là. Parce qu'en fait, même dans un tri-bagage, on ne doit pas laisser une jetée sans surveillance. Mais surtout, tout est conçu ici pour qu'il y ait le moins de voleurs potentiels. Ici, toute présence humaine doit être vraiment justifiée. On est dans la zone complètement automatisée. Là, on pourrait le prendre, le bagage, là. Oui, on pourrait le prendre, oui. Il y a des caméras qui permettent de... Comment? On voit qu'il y a des caméras qui permettent d'avoir un suivi du bagage. Et c'est pour ça qu'ici, la présence humaine a été diminuée. Il y a un accès réglementé dans cette zone de tri automatisée. Et l'homme n'a pratiquement rien à y faire, à part 2 ou 3 individus qu'on va les contrôler. On y va? On peut faire le tour par là? Si très peu de personnes ont donc le droit d'accéder à ces tapis roulants, c'est pour diminuer le nombre de vols. Pourtant, pendant leur contrôle, les gendarmes vont vite tomber sur des indices troublants. Là, on trouve des cadenas, on trouve des fermetures de bagages qui ont été arrachées. Et on est caché un peu des caméras ici. Donc un bagagiste malveillant de prendre un bagage sur le tapis. On va intensifier les contrôles dans ce tri pour essayer de ne plus retrouver de cadenas cassés. Voilà. Parce que visiblement, on a des gens qui sont mal intentionnés ici. Mais pour les gendarmes, l'enquête sur les bagages volés s'arrête là. Car leur vraie stratégie contre le vol, c'est plutôt de se concentrer sur un petit détail crucial. Ils vont vérifier la clé qui ouvre la porte de cette zone sécurisée, un bout de plastique que tout le monde ici doit garder autour du cou. Bonjour monsieur, je veux simplement voir la zone, votre badge, et puis voilà, c'est tout bon. Très bien. Monsieur peut travailler sur la zone. Vous voyez sur son badge, on voit qu'il a un badge en règle, dans la validité et dans tous les secteurs. Il a l'avion pour travailler sur les avions et le B pour traiter les bagages. Donc monsieur est complètement habilité à se trouver ici. Ce badge, c'est le sésame indispensable pour travailler à Roissy. Mais surtout, c'est la manière de contrôler le pédigré de chaque personne au contact des bagages et des avions. Et à Roissy, ce badge d'accès a une telle importance que c'est un préfet qui gère ce point sensible. Voilà, donc comme son nom l'indique, nous arrive au bureau local de sûreté où on vient chercher ces badges tant attendus par certains. Patrick Espagnol est le préfet de l'aéroport. Au nom de l'État, c'est lui qui contrôle la distribution de ces badges. Dans ce bâtiment, chaque année, 70 000 personnes viennent demander ce sésame pour pouvoir travailler sur la plateforme. Pour ça, il faut remplir un dossier très complet. Monsieur de mettre l'index droit puis le gauche, s'il vous plaît. Avec des photos d'identité, bien sûr, mais aussi plusieurs empreintes digitales. Personne n'a le droit de déroger à la règle. Pour franchir chaque porte de l'aéroport, il faut le badge rouge. Voilà, vous voyez, je l'ai toujours sur moi. Voilà, j'ai ce badge. Alors, voilà. Donc, j'appose mon doigt. Bon, erreur de lecture. Voilà. Donc, si vous voulez, il a bien mémorisé que c'était moi et que mon empreinte digitale correspondait bien. Donc, à partir de quoi, vous voyez marqué valide et succès. Donc, j'ai le droit de progresser dans les zones contrôlées. Apparemment, je ne suis pas trop dangereux pour la sûreté. Car pour ceux qui sont dangereux ou pour ceux qui n'ont pas respecté les règles de l'aéroport, les choses sont un peu plus compliquées. Bon, Angélique, vous, on pourrait peut-être voir les dossiers qui méritent... Toutes les semaines, le préfet tient une réunion sur les dossiers délicats. En fait, ça ressemble plutôt à un tribunal, car pour les badges, le préfet a tous les droits. Et pour mieux connaître chaque employé douteux,
il a lancé des enquêtes de police. C'est un agent de sûreté. Voilà, donc en plus un métier oui. particulièrement sensible sur la plateforme. Ah oui, c'est un monsieur violent quand même. Alors, proxénétisme, bon, ça commence bien. Violence volontaire. Il a empoigné sa victime par les cheveux, l'a amené au sol, lui a porté des coups de pied. En plus, sa victime, elle est féminine. C'est pas très glorieux quand même. Notamment au regard du métier. Moi, j'ai pas envie d'être contrôlé par ce monsieur lorsque j'embarque sur un aéronef. Hein. Non, lui, je pense qu'il n'a pas vocation à venir sur la plateforme. Violence, c'est non. Et pour les voleurs de valises, l'État est tout aussi intransigeant. Renouvellement, mais alors qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que c'est en zone de fret, des faits de vol, il me semble de mémoire. Oula, oui, non, c'est plus grave là. Ouais. Il rapportait une recrudescence des vols de bagages à cette période-là. Il est présent sur les lieux au moment des vols. Ouais. Les perquisitions effectuées chez lui ne révèlent rien, mais dans son vestiaire, on trouve des objets volés dans les... Alors le fait est assez récent, de mémoire. Non, il a 8 jours. Hein. Ouais. Bon, non, ce monsieur, on ne peut pas l'accepter chez nous. Dans son métier, donc chargé de clientèle. Oui. Alors si en plus il se permet, si vous voulez, de dérober les objets de la clientèle, non, lui, on refuse. Chaque année, 1000 personnes se voient refuser leur badge. Ils ne pourront pas mettre les pieds sur la zone sécurisée de Roissy, un espace placé sous haute protection. À certaines heures de la journée, c'est même la manière forte. Pour les vols jugés sensibles, l'aéroport mobilise même un blindé. Tous les soirs, il vient protéger d'éventuelles attaques extérieures le décollage de l'avion de la compagnie aérienne israélienne. Vous voyez, la zone publique est là, de l'autre côté du grillage. Hein. Donc les pistes sont relativement proches. Donc à chaque fois qu'un vol sensible décolle ou atterrit, on a le véhicule blindé qui est là entre la zone publique et cet avion. Mais l'opération est avant tout dissuasive. Le véhicule blindé a plus de 30 ans, alors il est surtout là pour faire peur et pour rassurer les passagers de ces vols à risque. Oui, donc le vol est bien parti à bonne destination. On va pouvoir enchaîner. Le vol israélien est donc parti sans problème. À Roissy, une première journée de course contre la montre s'achève. Mais même la nuit, l'aéroport ne s'endort pas. Car à 2h du matin, d'autres petites mains entrent en piste. Nous sommes en pleine nuit, sur la zone d'atterrissage, et même précisément à l'endroit où les avions percutent le sol. Quand il fait jour, un appareil se pose ici toutes les minutes. C'est donc la nuit qu'il faut effacer leurs traces. Là, on est dans la zone d'atterrissage, on est dans la zone de toucher de roue. Donc ça, sur une longueur d'à peu près 600 mètres. Mais là, c'est tout noir, là? C'est tout noir, voilà. Normalement, la piste, elle est comme ça. Cette couleur-là. Et là, c'est la gomme du pneu? C'est que de la gomme du pneu qui reste au sol et qui, au fur et à mesure d'épaisseur, pose des problèmes, puisque quand il pleut, ça devient assez glissant. Et pour que les avions ne glissent pas à l'atterrissage, c'est une énorme lessiveuse qui vient la nuit nettoyer la piste. Début d'intervention de dégommage. Il n'y a plus aucune présence de gomme au sol. Et là, il est parti pour combien de temps, là? Il est parti jusqu'à demain matin, jusqu'au moment où on rentre la piste. On évacue la piste à 5h moins le quart. Jusqu'à demain matin, il va faire ses longueurs. Chaque nuit, 60 employés interviennent pour des réparations indispensables. Et comme partout à Roissy, ils doivent battre des records de temps. Cette nuit, ils vont refaire une des dalles du tarmac en seulement 5 heures, quand ailleurs il faut 3 jours. Même la nuit, la montre tourne. Quoi qu'il arrive, le béton devra être sec à 5 heures du matin. C'est l'heure de l'atterrissage du premier avion. Et pour attendre ces tout premiers vols du matin, dans le plus gros terminal de l'aéroport, c'est une armée qui se met en place. 20 douaniers sur le pied de guerre, 20 jeunes douaniers et un chef. Michel Horn, 30 ans de flair au service de la douane. Aujourd'hui, il est le patron du terminal le plus fréquenté de l'aéroport.
Et pour que personne ne lui échappe, il explique à ses jeunes recrues toutes les issues possibles pour les trafiquants. Le terminal, en fait, se situe au milieu de la sortie. Et suivant les vols, on va se positionner soit là, soit là-bas. Son aéroport, le chef douanier le connaît par cœur. Alors il a réservé un bizutage assez bleu. Le petit matin, c'est l'heure des arrivées d'Afrique. Les jeunes douaniers vont devoir s'y faire. À cette heure-là, on est loin des saisies spectaculaires de coke et de diamants bruts. C'est du poisson aussi, là, madame, dans ça? Oui, du poisson grillé, du poisson frit. En fait, pour ces vols africains, c'est plutôt une plongée dans les alléchantes odeurs du patrimoine culinaire mondial. Madame, bonjour. Vous connaissez les tolérances en matière de poisson? Madame, bonjour. Madame, bonjour, je vous parle. Vous connaissez les tolérances en matière de fruits, légumes, poissons, viande? Bon, vous avez droit à 2 kilos en termes de légumes et fruits, hein. Je vous le dis. On a droit seulement à 2 kilos. Oui. Et là-bas, en Kinshasa, quand on paye les billets, tout ça, Ah, ben ça, le Kinshasa, je ne suis pas responsable, madame. Ici, c'est l'Union européenne. C'est une réglementation de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez dedans, madame? Qu'est-ce que vous avez dans ces colis? Mais tu coupes, hein? Pardon? Vous coupez? D'ailleurs, avec ces 2 glacières pleines à craquer, Rien pour l'instant, je sais pas. cette Africaine de Kinshasa comptait importer en Europe un joli éventail de la cuisine congolaise. Bon, bah c'est des légumes, de toute façon, en quantité. Moi, je sais plus porter ça, je sais plus. Mais madame, vous n'avez pas le droit d'importer ces produits. Madame, c'est de la viande fraîche. Non, c'est pas Non, la du viande. poisson, c'est Bon, interdit. c'est interdit, mais tout va être saisi, madame. Hein. Je vous le dis. Hein. À ma chance. Laissez-moi, madame. Madame. C'est le poisson. Ça, ce sont les légumes, c'est Impossible de laisser entrer en France ces nids à bactéries. Le poisson, la viande fraîche sans protection, pourrait transporter de redoutables infections. Là, t'as du poisson frais, transporté au milieu de bagages, de légumes et tout. Au niveau conditions d'hygiène et de sécurité, au niveau sanitaire, ça peut pas passer, quoi. Le sang coule, les vêtements et les légumes étaient baignés dans le sang des poissons, donc ça passe pas. Je vais laver un peu mes ustensiles. Les jeunes douaniers tordent le nez. Ce début de journée n'est pas facile à digérer. Enfin, c'est un peu, là, j'ai eu un peu un relent, là, sur le poisson. Bah ouais, ça a voyagé et tout. Puis là, surtout, c'était mal conditionné, quoi, dans des sacs poubelles. C'est vrai que... Alors les agents s'empressent d'évacuer les 20 kilos de viande, poissons et légumes avariés. Ils seront détruits, incinérés dans la journée. 11 h à Roissy, c'est le rush. Gauche, le vent 250 degrés, 17 nœuds. Des dizaines d'avions se croisent. Ils arrivent tous en même temps pour les Air correspondances. France 1435, bonjour, autorisé atterrissage piste 27 droite, le vent 260 degrés, 18 nœuds. Et c'est la tour de contrôle qui leur impose leur route. De délicieuses voix de femmes qui guident les pilotes les plus chevronnés. Ça les rassure. Quand ils entendent une voix douce à l'arrivée, ils sont assez contents quand même. Ça les rassure. 60 degrees, 17 knots. Sur la piste de Magali, 10 avions attendent en même temps de décoller ou d'atterrir. Alors pour éviter les carambolages, elle doit garder un œil sur chacun. En fait, on appelle ça des strips, c'est des petites bandelettes de papier. Et ça représente, chaque bandelette de papier représente un avion. Luxury 13 hold short of runway 27 left, holding point kilo 3. Grâce à ces petits papiers et à un radar de l'aéroport, Magali sait exactement où se trouve chaque avion. Elle maintient la bonne distance pour éviter une collision. Mais au même moment, la vraie bataille pour la sécurité des passagers se joue 80 mètres plus bas, à même le tarmac. Voilà, là, il vient de toucher. Perchés sur le toit du terminal, Hervé et Eric choisissent parmi ces avions à l'atterrissage leur prochaine cible. Ces inspecteurs sont chargés de contrôler le bon état des avions et ils vont commencer leur journée par un biréacteur égyptien. Et un des meilleurs moyens de se faire une idée de la santé d'un avion, c'est d'aller dans les soutes. Il y a là un accessoire important, comme dans un vulgaire coffre de voiture,
on y trouve une roue de secours. Donc ça doit être arrimé, donc là, il n'y a pas de souci. Mais visiblement, le problème est ailleurs. Là, c'est la structure du conteneur qui est endommagée. Il y a une réparation de fait, mais bon, il y a une crique carrément. Ça, c'est la structure du conteneur. Donc ça a été endommagé. On va marquer sur nos rapports. Ça peut être dangereux. C'est pas prévu que les conteneurs soient endommagés comme ça. Donc là à l'arrivée, le conteneur il va débarquer et il repartira pas dans cet état-là. Le conteneur a été bricolé. Mal soudé, il peut se casser et entraîner des dommages sur l'avion en plein vol. Alors après ce premier incident, la vigilance monte d'un cran et Hervé repère vite un autre problème. Okay. Et il vérifie que la réparation est bien menée. Il a presque fini. Là, ce sont ces panneaux qui sont enfoncés. La soude du cargo, comme ça fait un volume. Il y a la détection incendie et il y a des extincteurs. Donc ça doit être un volume clos. Si c'est ouvert, les agents extincteurs partent par là, quoi. C'est plus étanche. La soute n'était pas suffisamment étanche. En cas d'incendie, le feu se serait propagé. Pour ceux qui connaissent les avions, cet appareil est mal entretenu. C'est limite pour les passagers, j'aimerais pas voyager dans un avion comme ça, quoi. Pour moi, perso, je voyage pas dans un avion comme ça. C'est un avion où, franchement, ça fait peur. L'inspecteur vérifie que le container cassé est bien débarqué. La rapide visite doit s'achever, car un peu plus loin sur le tarmac, son collègue l'attend, avec un cas plus inquiétant. Car cette fois, sur ce vol charter portugais à destination de Miami, un problème apparemment grave saute aux yeux de nos experts. En fait, donc Eric a détecté une coupure en fond de gorge dans la rainure du pneu là. Donc on va voir les limitations, le but c'est de savoir s'il est dans les tolérances ou non. Les inspecteurs s'inquiètent. Les pneus sont un élément essentiel de la sécurité et le moindre accroc peut avoir de lourdes conséquences. Il y en a un il y a 2 ans de ça environ, un avion russe qui à l'atterrissage avec la roue, il est sorti de piste. Ça s'est pas très bien terminé en fait. Mon collègue vous a parlé du que... Mais oui. Toutes les opérations d'embarquement sont bloquées et l'ensemble de l'équipage est immédiatement convoqué. Le pilote tente de négocier. Son avion doit traverser l'Atlantique dans moins d'1 heure. Alors il est même allé chercher une règle à mesurer, car tout se joue à quelques millimètres, pour savoir si cet accroc interdit le décollage. Car en fait, ces inspecteurs travaillent aussi sous pression, celle de l'économie de chaque compagnie. Une roue sur ce genre de machine, ça coûte entre 8 et 15 000 euros la pièce. Le pneumatique, il coûte pas loin de 4 000 euros à lui tout seul. Donc avant de changer la roue, on va s'assurer qu'elle est effectivement hors tolérance. On ne va pas la changer pour le plaisir. Ça a un impact financier quand même qui est conséquent derrière. Là, on va voir. Moi, je te dis, le gars il est en train de chercher les références. Après, Alors pour décrocher le droit de décoller, mais sans dépenser des milliers d'euros, l'équipage va chercher pour preuve le manuel technique, la Bible du fabricant. Ici, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. S'il y a vers ici. I think there is a task for that, for the limits. Oui, c'est ce que nous recherche. Les normes de sécurité sont-elles suffisamment exigeantes? En tout cas, le livret technique le garantit. Dessin à l'appui, cet impact est acceptable. Dans cet avion, le pneu a un accroc, et pourtant il est officiellement autorisé à décoller pour traverser l'Atlantique. Le vol partira même à l'heure. Ces agents, comme tout le monde à Roissy, sont eux aussi pressés par le temps. Cet appareil vient tout juste d'atterrir de Montréal. Il ne dispose que de 2 heures sur le sol français, c'est peu pour nos experts. Alors le fuselage de l'avion est vérifié d'un coup d'œil, les moteurs inspectés en quelques secondes. Il faut faire vite, d'autant que les inspecteurs de la sécurité perdent encore du temps à être eux-mêmes contrôlés. Même vous êtes contrôlé pour rentrer à bord? Oui, tout à fait, oui. Au même titre que d'autres personnes, il n'y a pas d'exception, on va dire. Voilà. Ouais, le commandant qui arrive, on va prendre contact avec lui pour savoir si on peut poursuivre le contrôle.
Et cette fois, à l'intérieur, Hervé et Eric vont concentrer leur visite sur le cockpit de l'appareil. Et ici encore, ils repèrent quelques anomalies. Donc nous on vérifie, donc il a été bien répertorié ici au niveau de l'équipage. L'équipage est bien au courant que cet interrupteur-là, que cet éclairage-là, donc est inopérant. Cet interrupteur est neutralisé car une lumière à l'arrière ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas tout. L'appareil a également un problème plus ennuyeux que des techniciens tentent de réparer en urgence. C'est vert, mais il n'y a pas de... Ah ben le mécano... Ouais, donc tu vois avec le mécanicien, le mécano? Il y a une vanne de prélèvement d'air finalement sur un moteur qui ne fonctionne pas, quoi, non. Mais bon, il n'y a aucun souci pour le vol, c'est permis par le constructeur de pouvoir partir avec cet équipement-là en panne, suivant certaines conditions. C'est-à-dire que la vanne sera isolée et il y aura également une procédure opérationnelle pour l'équipage à appliquer donc, durant le vol. Voilà. Un incident sur la vanne d'un moteur, une lampe en moins, des anomalies qui pourtant habituellement ont peu de chances d'être repérées par les inspecteurs. Il faut faire avec, hein. C'est comme ça. Vous êtes souvent contrôlé comme ça? Pas vraiment, non. Ça m'est arrivé quelques fois, mais non, pas de contrôle. Normalement, on peut aller quelques années sans avoir un contrôle. Mais des fois, le hasard peut faire qu'on en aura plusieurs dans la même année, mais non, on a une fois de temps en temps. Problème technique ou pas, de toute façon, les passagers embarquent déjà pour le départ. Les inspecteurs n'ont pas vraiment le choix, plus que quelques minutes pour les derniers contrôles, car eux aussi doivent tenir la montre de Roissy et surtout, ne pas trop perturber le planning. Tout le monde est pressé, tout le monde a son travail à faire et notre but à nous, c'est de ne pas mettre l'avion en retard. Si on le met en retard, c'est parce qu'on a trouvé quelque chose de bloquant et qui doit être corrigé avant. Mais autrement, notre travail doit bien s'inscrire dans le temps de l'escale de l'avion et on ne doit pas les gêner, en tout cas le moins possible. À Roissy, il n'y a que 400 contrôles de ce type par an. Ça donne pour chaque avion une chance sur 500 seulement d'être vérifié. Et comme les autres ce jour-là, cet appareil canadien a passé le contrôle avec succès. À l'arrivée, en revanche, ces touristes-là vont subir un contrôle draconien. Leurs pays d'origine sont sur la liste noire des douaniers. Alors tous les passagers vont passer par la vérification et le divisionnaire Horn ne plaisante plus. Car après les vols d'Afrique et leurs kilos d'aliments colorés, l'heure est maintenant à l'Amérique latine. Bonjour. Vous arrivez d'où, s'il vous plaît? Don't speak France. Stop it, please. Where do you come from? Mexico. Mexico. You give me your passport, your flight ticket? L'Amérique latine, Colombie, Mexique ou Pérou et leurs fameuses mules, les transporteurs de cocaïne. Alors pour ces pays à risque, les douaniers ne se contentent plus de leur flair. Pour repérer la coke, ils vont utiliser cet appareil, le Ion-Scan. Ah, elle a fait? Ouais, mais je sais pas sur qui. Qu'est-ce que vous cherchez avec ça? Ça, c'est un détecteur de molécules pour les stupéfiants. Cet appareil renifleur peut repérer la moindre trace de cocaïne. C'est que les douaniers ne peuvent plus choisir leurs clients seulement au faciès. Alors, on a raté quelque chose, c'est pas possible. Alors, Miss, another one on you, please. Thank you very much. Ok, thank you. Cette personne a l'air bien sur tout le rapport. Est-ce qu'il n'y a pas justement... Ben justement, plus ça va et plus c'est ce genre de personnes qui arrivent des pays d'Amérique du Sud et qui sont effectivement transporteurs de drogue. Cette grande blonde a toutes les apparences d'une touriste comme les autres. Et pourtant, l'appareil est formel. Elle est positive à la cocaïne. Attends, viens voir. Quoi? Touche. Oh, it's the ticket, a copy of my airline tickets. Bon, écoute, on sort tout. Oui. In here. Wait a minute, please. It's not in that. Mais finalement, ce que l'appareil avait reniflé, c'était ces quelques bonbons à la feuille de coca interdits en France. La touriste pourra passer, mais sans ses sucreries. Puis bon, au final, elle a rien. Donc, soit c'est les bonbons, soit elle a consommé un peu, mais ça, elle ne nous le dira pas parce qu'elle a un peu peur de se faire prendre. We got it from the Inca. Résultat de l'opération aujourd'hui, des bonbons à la coca. Voilà, c'est jamais un début. Un bon début, car pour les douaniers, rien n'est jamais totalement perdu sur les vols d'Amérique latine. D'ailleurs, le passager suivant est prometteur. Pour l'appareil, lui aussi est positif à la coke, alors l'examen va se poursuivre dans le bureau, à l'abri des regards.
Et on fait la totale, hein, Stella. Ah oui, moi je me pose même pas de questions. Hein. Il est positif. La totale, c'est toute la panoplie d'analyses possibles, d'autant que le Brésilien encourage encore plus le zèle des douaniers. De l'ordonnance du juge, c'est vrai. Non, il est négatif. Ah, tout de même, on y arrive. Ah, d'accord. Non, mais aqui non est proibido. Si, c'est prohibé, hein, tout est prohibé, il ne faut pas y dire n'importe quoi. Hein. Même la consommation, c'est prohibé, mais disons qu'il ne va pas aller en prison parce qu'il consomme. Mais s'il transporte même une quantité infime pour sa consommation, là, il va aller en prison sur le circuit normal. Hein. La drogue est interdite, il ne faut pas y dire qu'il peut consommer. Il a compris. Voilà. Et l'étape suivante, pour savoir si le Brésilien transporte de la cocaïne, c'est donc une analyse des urines. Madame, vous nous attendez là? Vous patientez avec les bagages? Donc là, on a un petit souci parce que monsieur n'arrive pas à faire le test urine, donc il n'arrive pas à uriner, hein, ça arrive. On va attendre un petit peu, puis on va essayer de le faire. Sinon, on va devoir aller faire une radio de monsieur. Il n'y arrive pas. Hein. Bah, ah bon, parce qu'il a dit qu'il était prêt. Ouais, mais il n'y arrive pas. Bah écoute, sinon on va aller à la radio et puis voilà. Car les douaniers ne comptent pas abandonner une piste aussi prometteuse. Et pour rentabiliser le temps de transport vers le cabinet médical, un petit message de prévention. Es prohibido. Fumar. Es prohibido. Ok, on y va. Le médecin de Roissy a été convoqué. C'est lui qui va faire la radio. Il sifflote, car pour lui c'est la routine. Les mules chargées de coke, c'est même la spécialité du docteur Barguin. Bonjour, comment allez-vous? C'est monsieur? Oui. Voilà. Très bien, bon, bah, écoutez, vous avez tous les papiers, tout est clean? Parfait. Entra aquí en la oficina, sentase. La radio, c'est une garantie à 100%. Et au bout de 5 minutes de patience, pas plus, le verdict tombe, à coup sûr. Là, le résultat, donc, c'est évident que la radio est négative chez ce sujet. Donc, c'est un usager récréatif. Quoi. Parce qu'il y a actuellement sur le marché, il n'y a aucun produit qui donne une positivité à la cocaïne en dehors de la cocaïne. La radio est formelle. Le Brésilien ne transporte pas de drogue, il n'a fait qu'en consommer. Le docteur Barguin n'aura mis que 10 secondes à faire son diagnostic, car la différence avec une mule chargée saute aux yeux. Donc voilà par exemple un exemple de ce qu'on appelle dans notre jargon un ingéreur. Un ingéreur. On voit très bien les boulettes là. Et alors ils en avalent jusqu'à 160. 140, 160, il y a 1 kilo à peu près de cocaïne. Alors ce sont des doigts de gants chirurgicaux. Et ces boulettes de coke sont d'ailleurs devenues la méthode de transport préférée des narcos colombiens. Voilà par exemple les enveloppes d'une boulette. C'est du latex, hein, ce ne sont pas des préservatifs, c'est du latex. Alors voilà, ici vous avez la cocaïne qui est à l'intérieur. Ensuite, vous avez des doigts de gants chirurgicaux avec des nœuds. Vous voyez. De temps en temps, il y a des choses un peu, je dirais, pathétiques. C'est qu'ils rajoutent une enveloppe de papier carbone. Ils croient que parce que c'est noir, ça ne se verra pas. Grâce à cette radio, le Brésilien a été immédiatement disculpé. Mais une nouvelle équipe de douaniers arrive déjà dans le cabinet. Oui, non, d'accord. Bon, il n'y a pas de problème. Il est d'accord, donc on lui fait sa radio. Ils tiennent un client encore plus intéressant. Un passager positif à tous les tests et surtout, cet Ukrainien au chômage est arrivé sans bagage directement de Sao Paulo. Voilà, bon ça par contre on ferme la porte. Hein. Je vais chercher là. Et là encore, très vite, la radio va être formelle. Ah, tu viens? Oui, j'emmène monsieur. Non, vous restez là. Hop. Alors? Bah, c'est positif. Il a une 60aine d'ovules.
Alors l'avantage de la radio, c'est que il regarde la radio, il se rend compte, il connaît une radio, il sait ce que c'est qu'une radio. Et donc, il ne va pas discuter. Avec cette preuve irréfutable, le médecin va considérablement faciliter le travail des douaniers. Et c'est même lui qui prend en main l'interrogatoire. Combien? D'accord. Allez. Bon, ben c'est positif. Il a avoué. Voilà. Voilà. Donc ce monsieur est en retenue douanière à partir de 13h15. Retenue douanière, ça veut dire que cette mule est placée en garde à vue. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Avec 200 trafiquants de drogue interpellés chaque année, l'aéroport est devenu la première frontière de tous les trafics. Et Roissy, la machine qui ne dort jamais, ne cesse de grossir. Un nouveau terminal est en construction, avec un objectif, 1/3 de passagers en plus d'ici 5 ans.